je ne suis plus au bord de la mer. Je ne suis plus sur le bac, plus sur le fleuve, mais le mouvement est le même. Une masse d'eau qui pousse, qui tire, qui menace de tout emporter. La différence, c'est que maintenant, je le sais. Avant, c'était un bras du Mékong. On disait que c'était un passage banal, un trajet comme un autre, une habitude, car le bac, l'eau qui coule. On ne parlait pas du danger. On montait, on traversait, on descendait, et c'était tout. Le reste, il fallait ne pas y penser. Le courant, on le regardait de loin comme un décor. Aujourd'hui, face à la mer, je recommence cette traversée. Je ne suis plus enfermée dans le car. Je ne suis plus coincée sur le pont du bac, coincée entre des câbles tendus au-dessus du vide. Je suis libre de rester sur le rivage. Et pourtant, le même vertige revient, exactement le même. Cette impression absurde que tout peut basculer, que rien n'est solide, que la vie tient à des fils trop fins. Dans le livre, la jeune fille descend du car et va jusqu'au bord du bateau. Elle regarde l'eau, elle pense à sa mère qui lui a dit qu'elle ne la reverrait jamais des fleuves aussi grands, aussi sauvages. Elle sent déjà la beauté, mais d'abord elle sent la peur. Elle a peur que les câbles cèdent, que le bac soit arraché, qu'il soit emporté vers la mer, vers un endroit sans retour. Moi, je suis directement devant la mer. Je suis déjà là où sa peur imaginait qu'on finirait. Pas besoin que les câbles lâchent. Je suis au bout de la traversée. Ce que j'entends, ce n'est plus le métal qui grince, c'est le roulement régulier des vagues. Et pourtant, dans ce bruit, je retrouve sa panique silencieuse. La sensation que, si l'eau décidait de tout prendre, elle prendrait tout. Des pierres, une ville, une cathédrale, des vies entières sans effort. La mer a l'air calme. Elle ne montre rien de la violence du courant. Elle avance en surface, vague après vague, presque douce. Mais quand on regarde longtemps, on comprend qu'elle ne s'arrête jamais, qu'il y a en dessous un mouvement plus fort, plus massif, quelque chose qui n'en finit pas de tirer vers le large, vers un endroit qu'on ne connaît pas. Sur le bac, la jeune fille imagine sa propre fin. Elle regarde le fleuve comme on regarde une possibilité de mort, nette et rapide. Elle ne bouge pas, elle ne crie pas, elle reste là à sa place, avec une peur qui ne se voit pas. C'est une peur intime, une peur qui ne fait pas de scène. Elle se contente de se coller à la peau et de ne plus la quitter. Face à la mer, je reprends cette peur-là. Je la déplace. Je ne suis plus à 15 ans et demi, je suis plus au-dessus du fleuve brun, mais je porte encore cette même idée, que quelque chose dehors est plus fort que moi, que le monde peut m'emporter sans prévenir. Et ce quelque chose, ce n'est plus seulement l'eau, c'est aussi le désir, l'amour, la honte, la différence de classe, de couleur, de corps. Dans ma version, la mer devient tout ce courant que le texte ne fait qu'esquisser. Ce n'est plus seulement le bac qui risque de rompre, ce sont les frontières qu'il croyait solides. Entre l'enfance, ce qui vient après, entre la pauvreté et la richesse, entre le corps de la jeune fille et les regards des autres. Je regarde l'horizon comme elle regardait le fleuve. Elle voyait le mouvement de l'eau se précipiter vers l'océan, disparaître dans les trous du monde. Moi, je vois l'océan déjà là, sans origine apparente, sans pointe de départ visible. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus d'où vient l'eau, mais tout ce qu'elle a déjà avalé. Des bateaux, des histoires, des promesses, des mensonges, des lettres jamais envoyées. La mer garde tout et ne rend rien dans le même état. Elle polit les détails, lisse les contours, transforme les catastrophes en simple bruit de fond. Je parle pour donner une forme à cette tempête invisible. Dans le livre, elle est dans le courant, dans le vent intérieur de l'eau. Ici, dans ma réécriture, je la mets dans ma voix, dans les silences entre les phrases, dans les répétitions. Ce que la jeune fille ne disait pas, ce qu'elle contentait de ressentir devant le fleuve, je l'étire au bord de la mer. Et quand je me tairai, comme pour elle à la fin de la traversée,
il restera le même bruit, un bruit d'eau qui continue, indifférent, comme si nos peurs n'avaient jamais existé. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais expliquer mon travail de réécriture. Je vais parler des trois choses. D'abord, le passage précis que j'ai choisi dans l'amant. Ensuite, pourquoi je l'ai réécrit de cette manière. Et enfin, pourquoi j'ai remplacé le fleuve par la mer et décidé de filmer la mer pendant que je lis. D'abord, le passage de départ. Je ne me suis pas inspirée de tout le livre, mais d'un endroit très précis du texte. Dans mon édition en PDF, ce passage se trouve page 12 à partir de la phrase « C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong sur le bac », jusqu'au moment où la narratrice décrit le fleuve comme une sorte de tempête intérieure avec du vent qui se débat à l'intérieur des eaux de fleuve. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas encore la relation avec l'amant, mais ce moment de traversée. La jeune fille sur le bac au-dessus du Mékong, qui ressent à la fois la beauté du fleuve et la peur très concrète que tout lâche, que les câbles cassent, que le bac soit emporté. Pour moi, le passage est important parce qu'il parle d'une expérience physique très simple, traverser un bras de fleuve, mais en même temps, Duras en fait déjà une expérience intérieure. Il y a le courant, le vent, l'idée que la vie peut basculer, que tout peut être emporté. La jeune fille ne dit pas du tout directement, mais dans la description du fleuve, de la force de l'eau, laisse sentir une angoisse plus profonde. La peur de perdre le contrôle, la peur d'être entraînée ailleurs, dans quelque chose de plus fort qu'elle. Ensuite, pourquoi j'ai réécrit le passage comme je l'ai fait ? Je n'ai pas voulu résumer Duras ni la copier. Mon idée, c'était de prendre le même noyau, une adolescente au bord de l'eau, dangereuse, qui sent la menace et le vertige, et de le déplacer. Dans ma réécriture, je garde la première personne, le jeu pour rester proche du ton de la narratrice dans l'amant. Mais j'assume que c'est une voix d'aujourd'hui qui parle depuis un autre lieu, depuis un autre temps. Je raconte plus exactement le bac, je ne décris plus la machine, les câbles, le quart, mais je regarde la sensation essentielle. Cette impression que l'eau pourrait tout emporter, que la vie tient à quelque chose de fragile. J'ai aussi essayé de garder quelque chose du rythme de Duras. Des phrases assez simples, des répétitions et une certaine lenteur. La façon dont elle écrit, ce n'est pas juste du contenu, c'est aussi un rythme mental. Quand elle parle du fleuve, on sent presque la répétition des vagues, la pression du courant, la peur qui revient par petites touches. Dans ma version, je fais la même chose, mais avec d'autres mots. Je répète la mer, le bruit de l'eau, le vertige et le fait que l'eau ne s'arrête jamais. L'objectif, c'est que le spectateur ressente quelque chose de proche de ce que le texte original produit, même si les phrases ne sont pas les mêmes. Enfin, la question de la mer pour la vidéo. Pourquoi la mer alors que Duras parle d'un fleuve ? Dans le roman, le Mékong est un fleuve très concret. Il y a deux rives, un courant, il mène vers la mer. Il est à la fois un paysage réel et une sorte de symbole, une frontière, un risque et une puissance. Moi, j'ai choisi de remplacer le fleuve par la mer et de tourner toute la vidéo avec un plan fixe sur la mer parce que ça me permet de visuellement montrer ce que le texte décrit intérieurement. La mer a plusieurs fonctions dans la vidéo. D'abord, elle remplace le Mékong mais en l'agrandissant. Le fleuve est déjà dangereux, mais il mène à l'océan. En filmant directement la mer, je place au bout de ce moment, là où toute l'eau finit par arriver. Ensuite, la mer correspond au rythme de la lecture. Pendant que je lis, les vagues reviennent sans arrêt, toujours les mêmes et jamais exactement les mêmes. C'est comme la mémoire et comme le texte de Duras. Elle revient sur les mêmes moments, elle les réécrit, elle les raconte. Enfin, la mer permet de mettre en image la tempête intérieure par le passage. Duras dit qu'il y a une tempête dans les eaux du fleuve, du vent qui se débat à l'intérieur. Dans ma vidéo, cette tempête n'est pas spectaculaire, mais on voit une grosse tempête, on voit une mer qui a l'air relativement calme. C'est volontaire, la tempête est surtout dedans, dans la jeune fille, dans la voix qui parle. La mer filmée de loin représente cette force qui travaille en silence sous la surface.